On va passer la parole au docteur Etoua. Docteur, pour Paul Fils, il a une trilogie. Hein. Pour lui, ce qui amène à ses comportements de plus en plus pressants. Il parle de l'injustice, naturellement, qui conduit à la frustration. Il parle également de la pauvreté. Docteur Etoua, il m'arrive par moment d'observer un peu certains comportements. Hein. Vous voyez un monsieur qui passe en route, il est très bien habillé, peut-être accompagné d'une jeune demoiselle, mais vous voyez les regards qui sont posés sur ce monsieur, vous lisez la haine, vous lisez l'aigreur. Je vous passe la parole. Merci, parfait. Je voudrais commencer par tirer un coup de chapeau à Paul Fils qui a fait une très belle lecture. Parce qu'il a essayé il a dressé quand même un tableau de ce qui constitue de manière globale le champ lexical de la haine, de l'aigreur et de la jalousie. Voilà, la jalousie dans notre société aujourd'hui. Maintenant, pour venir à votre préoccupation, il faut dire que le monsieur qui se balade accompagné peut être un produit d'un environnement précis, lequel environnement fait partie ou développe cette sorte d'injustice dont a parlé Paul Fils. Cet environnement qui ne pense qu'à lui, c'est-à-dire que c'est eux qui brassent pratiquement tous les moyens, tous les postes, tous les avantages, c'est eux là-bas. Voyez-vous, il va se retrouver en train de passer un coup de route, on le reconnaît, soit par son nom ou par sa morphologie ou son physique, on dirait. Voilà, là je m'en vais paraphraser un peu ce qu'on évoque constamment. Voilà un des leurs. Les voilà. Les voilà. Ce qui est sûr, ce monsieur ne sera même pas tranquille parce que où il est en train d'aller à pied calmement, il ne sait pas ce qui peut lui arriver, où il sera en ce moment. Donc, je vais avouer, comme l'a dit Blériot, lorsqu'il faisait allusion au nom que nous portons. Aujourd'hui, mon second nom, je ne suis pas seulement Etoua comme parfait de l'autre côté, mais j'ai un nom qui était craint, aussi bien dans ce pays que dans la région du Sud. Mon second nom, je préfère ne pas l'évoquer de peur d'attirer l'attention de certains là-bas, pour dire que ce que ce monsieur a développé dans ce pays et dans notre région, beaucoup de personnes déplorent aujourd'hui. Ah, vous avez donc peur de prononcer Tout à fait, c'est le mien. Vous rejoignez sur... Tout à fait. Blériot, que les noms que nous avons ici vont nous rattraper même après 3, 4, 5 décennies. La preuve en est que vous ne voulez pas exister. Je voudrais pas. Quand je me présente ici, vous parlez de Georges Etoua, simplement. Voilà. Et je vous dis maintenant encore merci de ne pas trop évoquer le côté là. Ceux qui vont se fâcher, qui me regardent. Parce qu'en fait, je sais pas, je préfère même faire une parenthèse de ce côté et parler plutôt de ce qui est plus important ici, honnêtement. Il y a beaucoup de choses dans nos sociétés aujourd'hui. Ce qui paraît comme ordre, entre guillemets, ne l'est pas. Ça reste un ordre pour ceux qui ont les commandes, ceux qui sont aux commandes. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas moyen d'accéder aux sphères décisionnelles sont obligés de subir. En subissant, je vais prendre quelques cas. L'enseignant qui est à côté maternelle ou secondaire, quand il sait que il a les enfants ou les produits d'une certaine catégorie, vous croyez qu'il va faire son travail étant tranquille? Du tout. Dès lors qu'il n'a pas la rémunération attendue, il n'a pas les quelques primes qui pouvaient passer. En dehors de ça, il a des enfants à la maison qui n'ont pas d'emploi. Vous lui demandez d'aller bosser alors que ceux qui dirigent ne font pratiquement rien pour améliorer. Il va se développer donc un sentiment d'aigreur, de haine. Donc on va appeler ça jalousie. Je souhaiterais ne même pas parler de jalousie dans ce sens parfait parce que peut-être au sens propre, oui, c'est de la jalousie, mais on va même dire que c'est une jalousie fondée. Parce qu'en fait, la minorité qui se retrouve en train de gérer, d'avoir les commandes de ce qui devrait faire régner l'ordre au sens propre dans la société, ne le font pas. Et vous allez me dire que ceux qui sont en minorité vont développer le sentiment de jalousie. C'est fondé ou c'est pas fondé? C'est tout à fait normal. Parce qu'on devrait assister à une répartition presque équitable du petit bout de gâteau, de pain, pour qu'on n'assiste pas, comme l'avait dit chapeau à monsieur le gouverneur Abatédi de l'autre côté, qui essayait de retracer un tout petit peu les qualités de bons leaders pour que la société vive dans la paix, l'harmonie et la cohésion. Quand vous ne partagez pas, qu'attendez-vous?
Quand vous méprisez ceux qui sont tout autour, qu'attendez-vous finalement? Bref, c'est pour dire que il est temps de déconstruire un tout petit peu les approches et les modes. Et comme j'ai coutume de le dire parfait, qu'on rentre de manière effective. En fait, c'est vrai que je parle déjà des solutions là, je ne vais pourtant oui, pas. on parlera des solutions voilà, tout à l'heure. Le temps pour nous de permettre également à Pierre Blériot d'argumenter et surtout d'analyser. Pierre Blériot, c'est vrai que Paul Fils et Lundu, mais également le docteur et toi pensent que ce sont les inégalités sociales qui créent ces sentiments d'aigreur et même de haine. Mais à côté de cela, n'avez-vous pas également quand même l'impression que certains Poirignats sont quand même haineux, sont jaloux, et ainsi de suite, envers les autres? Ben, les inégalités ne finiront pas. Elles iront même en s'exacerbant. Il y a ce que les psychologues appellent la mentalité du bouc émissaire. Dans une situation de précarité, dans une situation de souffrance, la charge émotionnelle qui habite l'individu l'amène à trouver une cause à ces problèmes. Presque nous tous ici avons entendu dans certains villages, dans nos villages, que la famille de tel prend les cerveaux des enfants des autres. Tout à fait. C'est un mythe qui se construit sur la base de la psychologie du bouc émissaire. Si mes enfants échouent, c'est parce que Aïssi prend les cerveaux de mes enfants et donne à ses enfants. Bon, très souvent, le parent même qui parle comme ça, lui-même n'a rien dans la tête. Mais vous voyez, il n'a pas donné l'encadrement qu'il faut à ses enfants et tout le reste. Mais comment justifier à ses propres enfants leur échec? Il faut lui dire que c'est les parents des autres qui ont volé vos cerveaux. Quand le parent de l'autre réussit et que moi, votre parent, je n'ai pas réussi, comment me justifier auprès de mes propres enfants de mes échecs? Ceux-là sont dans les sectes. Vous voyez, ça me disculpe, ça me libère, ça justifie le fait que moi je n'ai pas réussi. Ça c'est humain, les humains souvent fonctionnent comme ça. Dans les quartiers difficiles, si quelqu'un s'en sort, les autres diront qu'il s'en sort parce qu'il est entré dans les choses sales. On dit qu'il a trempé. Il a trempé. Parce que nous on a vieilli sans pouvoir nous en sortir. Et d'ailleurs il y a des quartiers qu'on a baptisés comme ça. On a dit, ici c'est le quartier des voyous, ici les femmes ne vont pas en mariage, les garçons ne trouvent pas de travail. Ouais. Alors, dès que toi tu te maries et tu trouves un travail, c'est que ta mère est sorcière. Cela permet d'expliquer à mes filles pourquoi elles ne sont pas mariées, pourquoi elles ne trouvent pas de travail. C'est la mentalité du bouc émissaire. L'autre chose qu'a évoqué le copanéliste, c'est la récupération et la manipulation des opinions par les leaders. Oumiobe disait, nous ne devons pas nous servir de nos différences comme moyen de lutte politique. C'est exactement ce que les gens font aujourd'hui. Ils se servent de leurs différences. Elles peuvent être culturelles, elles peuvent être économiques, comme moyen de lutte à tous les niveaux. Ouais. Le discours a été, par exemple, communautaire. Vous voyez, les gens, par exemple, on va les aider dans une lutte électorale. Finalement, ils vous disent qu'on ne veut pas que telle tribu. Vous voyez, les gens, quand ils parlent, vous sentez les irrédentismes tribaux, les bêtis, les fangbêtis, il faut préciser comme ça, les bassas, ils sont aussi entrés dans la danse, les banlés. Vous voyez, en fait, les leaders se servent de ça pour manipuler l'opinion. L'opinion ne se rend pas compte qu'au quotidien, nous sommes voisins. Quand Enéo coupe, il ne distingue pas les bêtis, les bassards, il coupe pour tout le monde. Ouais. Et quand l'ami de Pafa ici, qui est à Kamwata, là, ne donne pas l'eau, il ne distingue pas les quartiers. Avant même, on reconnaissait que ça, c'est le quartier à Oussa, on pouvait couper là-bas ou on laisse chez le quartier, je ne sais pas. On coupe chez tout le monde. Mais le leader d'opinion viendra vous dire qu'on veut martyriser notre communauté. Alors, ils se servent des clivages, des inégalités comme moyen de lutte politique. Finalement, parlons des médias. Il y a certains médias, pas tous, qui ont une orientation haineuse.
Ah bon? Oui, il y a des médias qui ont une orientation haineuse. Des médias au Cameroun? Oui, bien sûr, Ok. bien sûr. Il y a des médias qui, de par le développement de leur thématique, donnent l'impression de diviser la société. C'est vrai quand même que lorsque Blériot parle, dire orientation haineuse, c'est un peu trop fort. Non, mais c'est peut-être vrai. qu'il y a peut-être, à la lecture de certains programmes de leur orientation, ça développe ici un petit sentiment. Non, mais avouez de madame, je dis comme ça que d'orientation haineuse. C'est le mot là que j'ai choisi. Parce qu'en fait, le discours public, Oui. doit être élagué des considérations tribales, communautaires. Il ne faut pas, par exemple, dire qu'il y a des communautés qui dépassent les autres communautés. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas vrai. Dans certaines conditions, certaines choses se produisent. Vous savez, pour comprendre le problème communautaire, il faut entrer dans les familles. Il y a des familles qui ont cru qu'elles étaient les plus intelligentes du village. Tout à fait. Parce qu'elles ont... Vous êtes allés au marché les premiers, vous avez beaucoup acheté, vous avez Le premier travailleur, ainsi de suite. Avoir Et un vous petit avez peu. raconté partout que les autres étaient... ils ne font rien. Aujourd'hui, C'est le contraire. les choses ont changé. Le monde peut changer. Et mis dans certaines conditions, on peut obtenir certaines choses. Je crois que nous devons viser à la construction d'une nation. Et pour chuter, le niveau de corruption de notre pays ne nous aide pas. Parce que même pour avoir une bonne visibilité politique, quand on vous nomme, même moi que les Bassas ont combattu ces derniers temps, si on me nomme maintenant, vous savez qui seront les premiers à remplir le chez moi? Bien sûr. Les Bassas. Tu sais, mais tu es la fils. Et ils vont m'expliquer que non, même ce qu'on disait là, c'est toi. Vous savez depuis que c'est toi. Et moi-même, j'aurais tendance à leur dire que je vous ai compris. Parce qu'en fait, celui qui nomme les gens, dans le cas du Cameroun actuel, vous nomme pour que vous lui apportiez du bétail électoral. C'est-à-dire que si on me nomme, comme je suis du centre, je suis de Nyon Ekele, ainsi de suite, il faut que le Nyon Ekele vote le futur président qui sera à son nouveau mandat, le mandat des grands défis. Vous l'avez déjà pris le nom. Donc nous passons des grandes réalisations, les grandes opportunités, les grands défis. Merci bien. Hein. On peut exploiter ce slogan. Alors, Marie-Noël, c'est vrai que les uns et les autres ont mis véritablement beaucoup d'arguments pour comprendre, pour donner les raisons d'une telle attitude de bon nombre de Camerounais, les attitudes de haine, de jalousie, d'aigreur. Je voudrais peut-être que nous puissions évoluer à la recherche des solutions. Nous en parlons sur ce plateau de télévision, nous pouvons sourire, mais il faut dire que dans certains États africains, pour ne prendre que le continent noir, je vais parler du Rwanda. Cette affaire avait commencé comme ça et nous négligions. Cette jalousie était visible, cette haine était visible, cette aigreur était visible. Et à la fin, au Rwanda, cet état des choses avait conduit à un génocide, avec des milliers de morts. Que faut-il faire pour que pour le cas du Cameroun, nous puissions redonner un message d'amour aux uns et aux autres? Oui, parfait. Le Cameroun est victime de beaucoup de libertés. Beaucoup de libertés. On dit les personnes ne sont pas occupées. Il faut occuper les Camerounais avec du travail. Donc, il faut créer les secteurs d'emploi. Qu'on permette aux entrepreneurs camerounais d'investir dans leur pays parce que beaucoup ont la volonté, mais ils sont heurtés à des difficultés qui leur permettent à... Marie-Noël, moi je connais des gens, pour parler encore comme au Camerounais, excuse-moi de vous interrompre, qui sont bien situés, qui ont de l'argent, qui ont des bons postes de responsabilité, mais qui sont haineux. Ça veut dire qu'ils ont subi des frustrations antérieures, ils ont subi des frustrations, des stigmatisations dans le passé, ils n'ont pas pu épurer ça dans leurs âmes et c'est resté. Ça veut dire que ce sont des malades. Bien sûr, ils doivent être suivis psychologiquement. Autant pour moi, oui. Donc il faut éviter, je le pense, si vous permettez. Allez-y. Parfait. J'avais commencé à dire que la liberté est on dit... Lorsqu'on est occupé, on dit le travail éloigne nous, croit grand mot. Le vice, l'ennui, le besoin. Voilà. Lorsqu'on n'a rien à faire,
On a le temps d'observer qu'est-ce que Parfait fait, qu'est-ce qu'Allen fait. Ceux qui travaillent ne me voient pas à la télé. Ceux qui ne travaillent pas voient qu'Allen arrive déjà là-bas et puis on commence à développer. Il y a la malhonnêteté, c'est-à-dire on ne reconnaît pas qu'on n'a pas peut-être les mêmes atouts que l'autre qui lui permettront d'arriver à un certain niveau. On ne reconnaît pas, c'est ce que j'appelle malhonnêteté. Il faut savoir reconnaître à l'autre ses capacités que nous n'avons pas. Alors comme solution, je vais prendre un cas de figure, j'aime bien. Si nous considérons le Cameroun comme une marmite, le Cameroun, une marmite, et les habitants du Cameroun, donc nous les Camerounais, le repas qui est dans la marmite. Y compris les condiments. Lui, le gouvernement, le couvercle, moi j'ai envie de dire le chef de l'État, lui, le couvercle de cette marmite. Alors, lorsque le couvercle a glissé, la marmite est entrouverte et on va se coucher. Si vous-même à la maison, vous laissez votre marmite, il y a la nourriture, vous la laissez entrouverte, vous allez vous coucher. Le massé qui est sur au réveil, vous trouverez le repas inondé de cafards, fourmis, toutes ces bestioles-là. Vous allez retrouver et le repas sera affecté. Si c'est Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire, le gouvernement a délaissé. Oui. Le couvercle est parti? Le couvercle, c'est-à-dire il y a une surcharge. Ou bien le couvercle est penché? Entre le couvercle s'est penché. Oui. Et la marmite peut même tomber. Entre le repas et tout ce qui s'est ajouté. Vous avez bien cette figure. Entre le repas et tout ce qui s'est ajouté, souris, machin, bousculade, la marmite s'est rentrée. Le repas est à la merci de toutes ces choses-là. Les souris, les carnures, la haine, la jalousie, les meurtres et tout ce qu'on a là, la corruption. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas suivie, la jeunesse n'est pas occupée, on ne travaille pas, on s'ennuie à la maison. Il faut occuper la jeunesse, il faut créer des emplois. C'est ce que moi je propose comme solution ici. Au moins, on aura moins de temps à regarder et on saura mieux, on s'intéressera autant pour moi à s'auto-évaluer et à s'enrichir soi-même. Voilà. Merci Marie-Noëlle pour cette contribution. Il y a le docteur Etoile qui veut rapidement reprendre la parole. Oui, parfait, merci. Je voudrais aborder dans le même sens et un peu plus que ce que Marie-Noëlle, merci, a relevé, puisque nous sommes dans le cas des solutions. Tout à fait. Pour dire parfait que avant de passer à la seconde phase, je voudrais dire ici que la déconstruction de ce qui paraît comme ordre en ce moment et qui voudrait que, on assiste à une répartition presque équitable des avantages et privilèges. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui est vraiment de nature à pousser les Camerounais et autres à développer ces sentiments-là. Secondo, maintenant, il faut dire que nous avons tous ici presque été unanimes, surtout Blériot, que lorsqu'il y a une réaction, il ne faut pas voir uniquement déjà l'attitude qui est mise à nu. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu pousser ces personnes à développer ces sentiments qu'on décrit aujourd'hui. Tout à fait. Tout ceci rentre dans ce que nous avons dit ici, qu'il faudrait veiller à ce que lorsqu'on on va dire quoi, on piétine, on met en minorité certaines communautés, où on assiste à des formations d'équipes, des désignations, des nominations, d'autres, au détriment de certains qui revendiquent ne serait-ce qu'une seule personne. Que pensez-vous après, lorsqu'on va assister au schéma qu'a bien brossé Blériot, où ceux qui étaient hier en minorité se retrouvent en train de lever la tête? Attendez-vous à ce qu'on ait un sentiment de revanche, un sentiment de prouver que nous aussi nous pouvons.